retrouvons sur le plateau télé avec deux invités avec nous et un troisième en visio. Nous allons parler des leviers pour le déploiement des groupes à électrogène. On sait qu'aujourd'hui, l'avenir des groupes électrogènes passera par l'hydrogène. Ce marché entrevoit un potentiel considérable, mais certains points freinent encore son émergence. Alors pour faire le point, avec nous, Sébastien Fèvre. Bonjour Sébastien. Bonjour Marion. Vous êtes de la société H26. À vos côtés, Jean-Emmanuel Boucher de la société Powidian. Bonjour. Et à distance, nous retrouvons la société EODEV avec Mathieu Tallieu. Est-ce que vous êtes avec nous? On vous voit. C'est bon, vous êtes avec nous. Vous m'entendez? C'est bon, vous êtes avec Vous nous. m'entendez? Parfait, parfait. Aujourd'hui, quels sont les points qui bloquent et qui freinent plutôt l'émergence des groupes électrogènes à hydrogène? Alors aujourd'hui, effectivement, en hydrogène pour remplacer les groupes diesel. Et là où on a des enjeux pour arriver à en diffuser plus et arriver à développer ce marché avec la technologie hydrogène, ça va être les enjeux d'approvisionnement et de logistique de l'hydrogène à apporter en même temps que le groupe électrogène sur le site d'utilisation. Clairement, c'est là qu'il faut arriver à avoir une logistique plus fluide, moins coûteuse, et avec un réseau qui est maillé au niveau national pour répondre avec réactivité à l'ensemble de nos clients. Vous avez des contraintes réglementaires sur ce transport pour être approvisionné? Alors, il y a des contraintes réglementaires sur le transport puisqu'on transporte du gaz, donc c'est une matière dangereuse. Il y a des contraintes également réglementaires sur les installations sur la voie publique qui nécessitent d'avoir un ensemble de distances de sécurité, alors qui sont nécessaires bien évidemment, mais qui sont, je dirais, qui ont été éditées. Ces normes, elles ont été éditées à des technologies qu'on développe avec Powidian ou EODEV, et donc il y a une révision, selon moi, des réglementations à avoir pour faciliter l'émergence du marché. Donc à mettre à l'ordre du jour. Chez Powidian, aujourd'hui, l'approvisionnement aussi, c'est un vrai frein dans le développement de votre activité? Alors oui, tout à fait, puisque le problème, c'est que les acteurs capables de livrer de l'hydrogène, déjà, il y en a peu. En plus, les usages liés au groupe électrogène sont des quantités quand même assez faibles à modérées. Donc, c'est absolument pas leur priorité. Ils le font quand ils ont de la dispo. Donc, c'est très difficile d'en trouver. En plus, comme on le disait, les problèmes de logistique, pour l'instant, vous avez deux types classiques. Le tube trailer, donc un semi-remorque hydrogène, ou des petits cadres, comme tout le monde dit, les cadres air liquide. Mais le tube trailer est trop gros pour aller sur un chantier de construction. Il prend trop de place. Parce qu'après, il faut stocker aussi ces équipements. Le problème, c'est que sur un chantier, les gens s'imaginent qu'un chantier, on a plein d'espace, mais après avoir discuté avec plein d'entreprises de construction, le mètre carré est contraint quand vous faites un chantier. Chaque mètre carré doit être utilisé. Et vous ne pouvez pas immobiliser 30 mètres carrés pour un réservoir, sachant que l'équivalent diesel, ça prend 1 mètre carré. Donc on a vraiment ce problème, il faut des nouvelles technologies de transport pour pouvoir, et des acteurs qui seraient intéressés à ce marché. Mathieu Tallieu, pour vous, dans les points qui sont encore à lever pour faire émerger les groupes électrogènes sur les événements, sur les chantiers ou autres types d'applications, qu'est-ce qui reste à faire progresser? Alors, il y avait les appros, mais aussi en termes de coûts peut-être. Bien sûr, j'ai l'impression qu'on a un petit décalage, mais Ouais, comme ça a été dit par Sébastien et Jean-Emmanuel, on a ce problème du coût. Alors on a déjà un écart de coût sur le CAPEX des solutions, qui peut être accepté avec des solutions de financement, comme on le met en place chez EODEV. On a aussi ce coût opérationnel. Et quand on décompose ce coût opérationnel, il y a le prix de la molécule évidemment, mais il y a surtout le coût du stockage et du transport. On constate que nous, ça va représenter parfois 50% du coût total d'un kilo d'hydrogène. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, avec les cadres, comme c'était mentionné, on va transporter entre 1,5 tonne et 2 tonnes d'acier pour 12 kg d'hydrogène. Donc il y a vraiment de l'optimisation à avoir à ce niveau-là. Et puis, je pense qu'on en parlera plus tard, mais un manque de soutien public aussi à ce type d'usage qui sont souvent oubliés. Oui, il y a peu d'incitations financières sur ce secteur. Mathieu, sur la région Île-de-France, on en parlait en préparation de cet échange. La région soutient les groupes électrogènes?
à l'hydrogène? Alors, c'était Thibault, hein, mais Oui. la région effectivement apporte son soutien sur le domaine de l'événementiel, où ils vont soutenir l'utilisation de ces groupes zéro émission en remplacement de systèmes diesel. Mais ça reste encore circonscrit au niveau de la région Île-de-France. Oui, c'est très marginal. Vous, sur d'autres secteurs, d'autres géographies, il y a des soutiens ou pas dans le déploiement? Pas que je sache, à part certains pays étrangers, mais en France, non. Non, il n'y a pas d'autres soutiens spécifiques sur ce marché du groupe électrogène. Lorsqu'on a eu le travail à mener en début d'année sur la révision de la stratégie nationale hydrogène, moi j'ai mentionné ce point en demandant à ce qu'il y ait une évolution qui soit faite, notamment sur les zones zéro émission et les zones à faible émission, pour ne pas intégrer uniquement la mobilité, mais également les groupes électrogènes, au même titre que des véhicules à diesel ou essence, en disant si c'est une zone à faible émission ou si c'est une zone zéro émission, il faut considérer aussi les usages de groupes électrogènes, pour encourager le passage aux technologies hydrogènes. Et effectivement, comme l'ont mentionné les confrères, il faut avoir ce type d'incitation à la fois réglementaire, mais également une incitation sur la partie économique pour pouvoir embrayer le marché. Nous, une fois qu'en tant qu'industriel, on aura des volumes, on va pouvoir travailler sur la différence du CAPEX. Mais pour ça, effectivement, il faut pouvoir réglementairement amener ces usages et avoir des solutions de logistique adaptées. Oui, contraindre un peu peut-être les clients aussi à ces usages. Il y a quand même des opportunités de marché qui sont clairement visibles. Jean-Emmanuel, chez Powidian, quelles sont les opportunités de marché aujourd'hui sur ces groupes? Alors nous, on travaille sur ce genre d'application essentiellement sur, on va dire, l'Europe, Benelux, Europe du Nord, Allemagne. Alors pour une raison simple, comme on le disait, ce sont des solutions qui sont extrêmement chères. Donc s'il n'y a pas de soutien, personne ne fait le pas, et qu'il faut qu'il y ait une volonté nationale, ce qui est présent dans ces pays-là, ce qui n'est pas le cas en France. Donc en fait, nous on travaille essentiellement dans ces pays-là. Beaucoup de gens nous disent mais pourquoi vous ne travaillez pas sur les pays en voie de développement, des choses comme ça, mais c'est une solution très chère. Oui, le réseau n'est pas stable là-bas, mais ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens de se payer s'ils peuvent se payer un groupe électrogène Caterpillar et avoir l'argent pour mettre du gasoil dedans, ils vont commencer par ça avant de passer sur de l'hydrogène qui va leur coûter 15 fois le prix. Donc plutôt de la demande sur les pays scandinaves et Benelux. Oui, alors tout particulièrement un pays qui est très moteur sur ce domaine, c'est la Hollande, parce que la Hollande a un réseau électrique extrêmement contraint en ce moment. L'équivalent d'Enedis n'a pas fait les investissements depuis 20 ans qui auraient nécessité le réseau hollandais. Et là, c'est une catastrophe. Le réseau explose de partout. Donc en fait, les gens sont obligés de mettre des groupes, même pour faire fonctionner des usines. Et le problème, c'est qu'ils leur demandent de décarboner en même temps. Donc là, il y a du business. Mais pour l'instant, c'est encore un marché en devenir. Oui, et c'est la Hollande, donc c'est un petit pays. Oui, mais c'est un pays qui se bouge. Chez H26, il y a d'autres pays, vous, que vous visez aussi? Est-ce que l'export, c'est vraiment une des opportunités de marché, là, maintenant, pour H26? Oui, on a communiqué en début d'année avec une première implantation au Chili, notamment avec un partenaire franco-chilien. Donc effectivement, je rejoins le marché aujourd'hui. Il y a de la demande à l'export. Il faut aller chercher ces parts de marché à l'export. Et on est plutôt bien placé au niveau des entreprises françaises par rapport à ce qu'on a déjà développé. Ça, c'est clair. Je rajouterai peut-être que pour avoir un chiffre quand même en tête du marché existant aujourd'hui, groupe électrogène, je ne parle pas de l'hydrogène, je parle du marché groupe électrogène, c'est 23 milliards de dollars dans le monde, toutes technologies confondues. Bien évidemment, le diesel, on a pour plus de 80% des parts de marché. Après, vous avez quelques groupes à gaz ou des systèmes 100% batterie. Donc c'est un marché colossal, c'est un marché aussi qui émet beaucoup de CO2 par rapport à ces usages-là, parce que les moteurs dans les groupes électrogènes, je dirais, ils sont
un peu plus rustique que ce qu'on peut trouver dans les voitures, où là il y a vraiment des réglementations qui imposent à réduire les émissions de CO2 pour les moteurs de voitures, mais les moteurs de groupe électrogène, voilà, ils ont aussi une réglementation, mais ça reste quand même des empreintes carbone très fortes. Donc il ne faut pas relâcher les efforts. Il y a des solutions qui émergent sur la logistique, sur le transport, et voilà, on se fait fort, entreprises françaises, d'être les premiers à aller chercher ces marchés à l'export, voilà, pour aussi contribuer à la balance commerciale du pays. Chez EDEV, Thibault, l'export est aussi une vraie opportunité de développer et de déployer les groupes. Oui, tout à fait, Marion. On a rapidement fait le pari de l'export en construisant un réseau de distribution avec des partenaires locaux qui couvrent entre 25 et 30 pays aujourd'hui, du vente des générateurs dans une vingtaine. C'est vrai, comme ça a été dit, là où en Europe on a la plus grosse traction, ça va être aux Pays-Bas, qui en plus a des réglementations sur les émissions de particules fines et de NOx, qui sont quand même aussi un gros bénéfice des générateurs à pile à combustible, qui est un petit peu souvent oublié, et qui vient vraiment compléter le CO2. Et puis, voilà, un peu dans un grand nombre de géographies, en Australie, au Canada, très récemment au Chili et à Taïwan. Et peut-être juste pour vous parler d'une aide dont on bénéficie depuis très peu de temps aux États-Unis, pour montrer ce qui est aussi possible de faire dans d'autres pays. On a obtenu une subvention pour que nos clients finaux puissent être subventionnés jusqu'à 60% du prix d'achat du générateur en Californie. C'est que la Californie, mais c'est déjà une grande partie de la demande aux États-Unis. Et ce sont des systèmes qui visent à complètement supprimer l'écart de capex en fait, entre une solution diesel et une solution zéro émission, et ce qui devrait, j'espère, permettre de se développer encore davantage dans cette région. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire aujourd'hui pour déployer, pour aller un peu plus vite? Jean-Emmanuel. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on prenait le marché français, moi j'ai travaillé dans le diesel, donc je connais le marché, à part le secours, où là l'hydrogène n'a aucun intérêt, parce qu'il sert de 3 heures par an, donc la différence, c'est pour le production. Le production est utilisé dans grosse majorité par les entreprises de construction, qui répondent à des appels d'offres. Mais ils sont 4-5. Il n'y en a pas un qui va se dire « je vais dépenser plus d'argent sur le groupe » si mes camarades peuvent rester en diesel. Donc tant que le donneur d'ordre, qu'il soit public ou privé, n'imposera pas de la production d'énergie non émissive, qu'elle soit polluante, alors que ce soit hydrogène, batterie, ce qu'on veut, mais des groupes propres, personne n'ira. Nous, on a fait des démonstrations et des essais avec Vinci, Bouygues, Eiffage, toutes les sociétés de grandes sociétés de construction. Ils nous ont dit la techno est prête, ok, mais tant qu'on ne me l'impose pas, on attend. Donc une réglementation qui impose aux donneurs d'ordre d'imposer à leurs fournisseurs d'avoir des groupes électrogènes à hydrogène. Sébastien? La logistique, comme ça a été évoqué en début d'échange, il y a des solutions qui commencent à émerger sur du 500 bars qui est qualifié pour être transporté. Donc on compresse, donc ça prend moins de place. Comme le disait, sur un chantier, on essaie de gagner de la place. Le maillage aussi des capacités de production d'hydrogène vert. Aujourd'hui, si un client demande un hydrogène vert, on a fait des collaborations avec Life, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc là, il y a des projets d'hydrogène vert qui vont naître dans le Nord-Franche-Comté, notamment avec l'entreprise Nédé. Voilà, ça permet en fait de multiplier les points de production d'hydrogène vert, donc de limiter les kilomètres pour transporter la molécule et donc de faire baisser les coûts. On retourne vers vous, Thibault. Côté EDEV, pour vous, qu'est-ce qui est urgent de faire pour accélérer nous, ce ce pourquoi on milite, mais je pense que pour nos confrères, ce sera la même chose. D'une part, un système de bonus-malus, comme on peut trouver dans l'automobile. Alors, le bonus sera peut-être compliqué à mettre en place à court ou même moyen terme, compte tenu des finances publiques actuelles, mais on dit qu'un malus pourrait être davantage accepté. Valoriser aussi davantage les tonnes de CO2 évitées, les coûts de la tonne. Alors aujourd'hui, on est sur un marché volontaire, mais nous, on a fait des analyses de cycle de vie pour certifier le nombre de tonnes évitées de CO2 par nos générateurs. Donc on aimerait que ça puisse être aussi valorisé.
Il y a aussi la piste, comme c'était évoqué, d'inclure les générateurs avec les vignettes critères pour les zones à faible émission. Et puis aussi à nous, peut-être commercialement, réussir à inclure les générateurs dans les écosystèmes H2 qui se créent dans le pays. Il faut savoir qu'un générateur va peut-être pouvoir consommer jusqu'à 100 kg d'hydrogène par jour, quand ça va être de ceux qu'on produit avec Providian et H26, versus 30 kg pour un bus et quelques kilos pour une voiture. Donc on a vraiment un gros consommateur d'hydrogène qui peut être un vrai levier pour la filière. Bon, les groupes électrogènes, pour conclure ce plateau, il y a des vraies opportunités de marché, il reste encore des freins à lever et à faire avancer, notamment dans les cahiers des charges et dans la méthode d'approvisionnement de ces groupes et d'approvisionnement et stockage de l'hydrogène sur les chantiers notamment. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce plateau et je vous retrouve tout à l'heure à 11h20 pour une conférence sur la mobilité et les modèles économiques de la mobilité hydrogène. À tout à l'heure.